Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de bilan lecture. Je vais vous présenter mes lectures du mois de février, mois qui marque d'ailleurs les 2 ans d'existence de cette chaîne YouTube. Le temps passe vite, 2 ans, et j'apprécie toujours autant de partager avec vous mes découvertes, et j'espère d'ailleurs que vous avez fait vous-même de belles découvertes. Je vais continuer avec toujours une vidéo par mois en espérant vous retrouver toujours au rendez-vous. Mais j'en viens au fait du contenu de cette vidéo-ci, au programme des romans contemporains, des classiques, de la poésie, des essais et pour finir, un roman de fantaisie. Voilà, c'est parti. J'ai enfin lu le dernier prix Goncourt qui a conquis tant de personnes, La Maison vide de Laurent Mauvigné. Il s'avère que ce pavé se lit très très bien, malgré les échos que j'avais pu avoir qui parlaient d'un style très très érudit. J'ai trouvé finalement que le style était plutôt accessible. C'est une fresque familiale centrée particulièrement sur l'arrière-grand-mère et la grand-mère de l'auteur. Et débutant au tout début du XXe siècle, donc ce roman définitivement historique nous fait revivre plein de passages de l'histoire, notamment les deux guerres mondiales. Pas de chant d'honneur absolu à ses ancêtres, aucunement. Mauvigné tâche de reconstituer un passé en y ajoutant des éléments un peu imaginaires pour romancer efficacement. Et il le fait toujours avec beaucoup de réalisme et de justesse. Le récit m'a surtout plu grâce à la plume qui le porte. L'écrivain manie son art avec talent et j'avoue que je suis plutôt agacée par le nombre de recueils aujourd'hui qui traitent de la vie des ancêtres d'un auteur, etc. Et je trouve que malgré cette omniprésence dans la littérature, ici, Mauvigné avec La Maison vide et son écriture réussit vraiment à se démarquer. Donc un roman certes long, peut-être même un peu trop, mais qui se lit avec plaisir. J'ai découvert par hasard un roman britannique paru en 2010, Un bûcher sous la neige de Susan Fletcher, et ce fut un coup de cœur absolu. On suit Corag, une jeune femme que la vie n'a vraiment pas épargnée. Nous sommes au XVIIe siècle, à la toute fin du XVIIe siècle, et elle va devoir fuir l'Angleterre pour l'Écosse, où l'étiquette de sorcière lui colle à la peau. Maîtrisant particulièrement bien les plantes médicinales, elle vit dans la nature et elle est tout le temps en fuite, mais finalement elle arrivera à s'établir, à se trouver dans un petit coin de vallée, un lieu où elle pourra s'installer dans les Highlands en Écosse. Ce territoire, c'est Glencoe, appartenant au clan des MacDonalds, et d'ailleurs elle nouera des liens très forts avec eux. Mais nous sommes à l'époque de Guillaume d'Orange, William of Orange, roi protestant qui a fait fuir le roi catholique James Stuart en France, et nombreux sont ceux qui luttent pour son retour sur le trône, les Jacobites, et d'ailleurs les clans écossais étaient réputés pour soutenir le roi Stuart. Donc ainsi, les tensions sont très élevées, et tout au long du roman, alors que Corag est dans un cachot à attendre d'être brûlé sur un bûcher, un ecclésiastique irlandais, Jacobite, mais qui ment sur son identité, va écouter le récit de la vie de cette jeune fille jusqu'au massacre de Glencoe qui a valu la capture de Corag. C'est un roman historique donc, mais particulièrement touchant et humain, et surtout, l'autrice a une façon d'évoquer la nature avec une vie, avec une profondeur sans égale, c'est absolument magnifique. Ce roman peut rappeler Outlander, bien sûr, par certains, par même de nombreux côtés, ça reste toutefois différent. Mais moi, j'ai été entièrement séduite et je vous recommande ce roman grandement. Le Crépuscule des hommes d'Alfred de Montesquieu retrace le procès de Nuremberg du point de vue de journalistes, photographes et traducteurs-traductrices
présent à l'époque. C'est le premier procès international donc, qui a marqué l'histoire et c'est un événement qui a duré en fait assez longtemps. Mais c'est avec rythme et de solides recherches que l'auteur retrace le procès des nazis les plus gradés, les plus ignobles. C'est l'occasion d'évoquer les actes indescriptiblement atroces perpétués dans les camps d'extermination nazis notamment, mais c'est aussi l'occasion de proposer un regard sur les relations russo-américaines puisque la guerre froide s'est déclarée pendant le procès. Auprès des journalistes, photographes, etc., l'auteur permet une approche originale et plurielle, ce que j'ai trouvé très appréciable. Et puis ce roman historique se lit vraiment très bien. Donc je n'ai absolument pas regretté ma lecture, qui m'a apporté des éléments de connaissance d'ailleurs sur des choses que je ne maîtrisais pas du tout. Donc c'était vraiment intéressant. Et maintenant, passons au classique. Inspiré par sa propre histoire d'amour avec Alfred de Musset, George Sand a écrit Elle et lui, un relativement court roman centré sur la relation d'abord amicale, puis amoureuse, puis complètement anarchique entre deux artistes peintres. Thérèse est la bonté incarnée et elle est liée à Laurent, mais dont le déséquilibre de ses états d'âme est égal à son talent d'artiste. Leur relation est intenable, majoritairement à cause de l'instabilité de Laurent, et j'ai trouvé intéressant de suivre ce couple à travers leur tentative de faire avec ce lien si fort qui les unit malgré tout. Thérèse a un lourd passé et elle essaiera toujours malgré tout d'être une bienveillante, d'être une protectrice pour Laurent. Et un troisième personnage rejoint le duo, un homme bon qui va avoir un impact. J'ai trouvé cette lecture passionnée, intéressante, et je pense que malgré l'âge de cette œuvre, le récit peut faire écho encore à l'actualité, à des choses que l'on peut vivre aujourd'hui. Un peu dans la même veine qu'Elle et lui de George Sand, j'ai lu Adolphe de Benjamin Constant, qui fait référence à sa relation amoureuse avec Madame de Staël. Mais je n'ai pas beaucoup apprécié ce très court roman que j'ai trouvé précipité, il y a très peu de détails. Il y est surtout question de la difficulté de quitter quelqu'un que l'on n'aime plus, mais pour qui on ressent quand même de la pitié et qu'on n'a pas envie de voir souffrir. Sujet toujours très actuel dans nos mœurs, me direz-vous, mais je n'ai vraiment pas été convaincue de la façon dans laquelle Benjamin Constant a choisi de dépeindre ces déchirantes situations. Pour passer maintenant à de la poésie, je me suis plongée dans un recueil du célèbre écrivain-poète Christian Bobin, La Grande Vie. De cet écrivain, essayiste, philosophe, poète, j'avais déjà lu de lui la part manquante et j'ai vraiment retrouvé sa plume. De courts textes où il se laisse écrire sur la vie, la mort, le beau. Dans La Grande Vie, il évoque aussi les livres, la lecture avec quelques références, la nature aussi beaucoup, avec notamment pas mal de passages sur les oiseaux, sur les chats aussi. Selon lui, grâce à ces animaux, nous aurions accès à Dieu. Et il n'est pas très clair, je trouve, concernant Dieu. Il l'évoque tout en affirmant qu'il n'existe pas. Il ferait donc référence à quelque chose de plus grand, de créateur, et ça, il symboliserait cette chose par ce mot. Mais il glisse quand même pas mal de références chrétiennes qui, je trouve, posent question. Je suis partagée avec Bobin. D'un côté, je trouve que sa philosophie, ses remarques sont vraiment justes et fortes et belles. Mais d'un autre côté, je trouve qu'il y a une sorte d'illumination dans le regard de Bobin. Son regard sur la vie, sur le monde, ses références au divin, tout cela, moi, me perturbe un peu personnellement. Mais bon, c'est personnel. Je trouve qu'on pourrait se perdre avec une telle représentation de spirituel aussi intense. Mais bon, Bobin est à part.
Il est décédé en 2022, laissant derrière lui une œuvre foisonnante, et c'est clair que il ne peut pas laisser indifférent. Pour passer aux essais à présent, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, je suis absolument passionnée et fascinée par les aphorismes d'Oscar Wilde. Et donc c'est ainsi que je me suis délectée à la lecture d'un recueil d'essais de l'auteur qui s'appelle Intention. Par contre, l'image que je vous mets est en anglais, mais il existe également en français. Il est composé de 4 essais, 2 majeurs sur lesquels je vais revenir et 2 mineurs, un sur un critique d'art meurtrier et le deuxième sur la véracité des costumes dans le théâtre, notamment shakespearien. Wilde conclut d'ailleurs ce dernier essai par des petites phrases qui m'ont beaucoup plu et que je vais vous lire. L'art ne connaît pas de vérité universelle, et plus loin, toute vérité en art comporte une vérité contraire aussi vraie qu'elle-même. Ainsi, vous l'aurez compris, ce recueil porte sur l'art avant toute chose. Les 2 essais majeurs, donc le déclin du mensonge et le critique artiste, sous-tendent le même sujet, mais prennent une forme originale puisque ce sont à chaque fois des dialogues entre 2 hommes. Dans le déclin du mensonge, Wilde critique l'art pictural, littéraire, en tant que fiction qu'il trouve être en déclin. Et dans le critique artiste, mon essai favori, Wilde étaye sa pensée de l'esthétisme, à quel point le beau doit être au cœur de la recherche du créateur d'art, mais sa réflexion concerne surtout le critique d'art, critique qui doit être aussi créateur que l'artiste lui-même, je le cite, et que c'est grâce à la sensibilité et à la pensée, très importante selon lui, que le critique d'art peut vraiment s'accomplir. Pour Wilde, la littérature est l'art ultime, moins figé que la peinture par exemple. Et puis de toute façon, il fait globalement l'apologie des rêveurs. Donc des essais que j'ai trouvés pour certains vraiment passionnants, toujours érudits, certains vraiment m'ont aussi touché, donc je vous dirais que c'est à lire. Et en beaucoup plus moderne, j'ai découvert Morgane Hortin, écrivaine, poétesse, éditrice et instagrammeuse de 34 ans, qui s'est spécialisée sur un thème bien précis, l'amour. En janvier est paru un essai original, un lexique à vrai dire, où l'autrice revient sur de nombreux aspects de l'amour, ce qui n'est pas sans rappeler les fragments de Barthes. Elle mêle son expérience personnelle à des références littéraires, qu'elle cite d'ailleurs beaucoup, directement. La littérature l'a en effet accompagnée très fortement dans son parcours amoureux, la soutenant parfois, la sculptant, la guidant. Elle ajoute par moments de ses propres poèmes à elle, et vraiment c'était un régal. Je me suis régalée, le tout se dévore, c'est passionnant. Je me suis retrouvée en elle et dans ses références littéraires aussi, et le tout reste très moderne dans le style et dans l'expérience. C'est un livre que j'aurais aimé écrire moi-même, je crois, qui fait un état des lieux sensible et qui repose sur une base vraiment solide, la littérature. Et pour terminer, absolument rien à voir. Je n'ai pas l'habitude de lire beaucoup de fantaisie, mais après ma lecture de Babel de R.F. Kuang, j'avais envie de lire d'autres choses d'elle et je me suis intéressée à son premier roman, à vrai dire un premier tome d'une trilogie qui s'appelle La guerre du pavot. Ce premier tome est un pavé. On se situe dans une contrée qui rappelle la Chine impériale et qui est menacée par une île qui rappelle plus ou moins le Japon. Mais c'est pas étonnant après tout parce que j'ai découvert que l'autrice avait fait une thèse à Cambridge sur justement les guerres sino-japonaises. Donc on suit Rin, une orpheline qui va réussir à fuir la misère et à intégrer la plus grande école de la contrée, une école militaire. Et donc là, elle va être formée
Et je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Harry Potter alors que justement elle va à tous ses cours dans cet endroit grandiose et qu'elle découvre plein de pouvoirs fantastiques. Karine va en fait se former pour être chamane, ou plutôt chamane guerrière. Il y a tout un travail de mythologie dans ce roman, même plus particulièrement ésotérique, c'est très très présent. Mais l'aventure à l'académie laisse place à la guerre. Et là, alors c'est une toute autre ambiance. Nous est décrit des massacres, des tortures, des possessions et même on a des détails de génocide, c'est vraiment très très hard. Il y a des personnages qui sont cruciaux et attachants, mais on est bien sur une réflexion entre le bien et le mal. C'est un roman très prenant, mais très déroutant à la fois, parce que très choquant. Je ne sais pas si je lirai la suite compte tenu de toute cette violence, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est une lecture que je ne suis pas prête d'oublier. Et voilà, pour cette dizaine de livres lus ce mois-ci. Il y a eu franchement de très belles découvertes. J'espère que certaines vous donneront envie. Je vous donne rendez-vous le 1er avril pour ma prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite comme d'habitude d'excellentes lectures et aussi de profiter de ce début de printemps. À bientôt!